Je m'appelle Bernard Renaud, j'habite à Chazeuil. J'ai eu 20 ans en 1952. Cette époque-là a été mémorable pour moi. Ça me laisse beaucoup de souvenirs. Pourquoi? La première des choses, d'abord parce que je terminais un peu ma dépendance familiale. Et c'est là que j'ai été militaire. J'ai fait ce qu'on appelait le peloton. Et puis je me suis retrouvé gradé à cette époque-là. Et ensuite donné un enseignement à l'armée. Donc j'ai réalisé à l'armée ce que je souhaitais faire quand j'étais gamin, où j'aurais aimé faire les études, mais mon père, qui avait été prisonnier pendant la guerre, n'a pas pu m'offrir les études parce que il revenait de la guerre et puis il n'avait pas l'argent pour me payer les études. À cette époque-là, les études n'étaient pas aidées comme elles sont aujourd'hui, si bien que si la famille ne pouvait pas payer les études, on ne les faisait pas. Alors, quand je suis rentré de l'armée, c'est là qu'aussi l'agriculture commençait à devenir quelque part brillante parce qu'elle a pu nourrir vraiment bien notre humanité. On avait été privé pendant la guerre, où je dois vous dire que même en tant que paysan, fils de paysan, je me souviens, j'allais au boulanger avec des tickets, et quand j'avais plus de tickets, le boulanger ne pouvait pas me donner pain, alors que ma mère, qui était sur la ferme, elle cultivait du blé, on avait du blé. Il faut dire que dans le monde agricole, à cette époque-là, c'est une véritable révolution. C'est là qu'on a mis en place la révolution verte. C'est cette époque-là où la campagne, vraiment, elle prenait des responsabilités. Et alors, ce qui s'est vraiment passé dans ces années-là, c'est la naissance de la JAC, la Jeunesse agricole catholique. Alors, agricole, catholique, comment ça? Les paysans font quelque chose. Et oui, on avait un animateur, par exemple, on avait un prêtre qui réunissait les jeunes et qui nous parlait de la sexualité. Waouh! Ben, c'est une révolution à cette époque-là. Jamais on aurait dû parler de ça. Et c'est un prêtre qui nous parlait de ça. Alors, vous voyez, les jeunes, on s'est réunis là autour parce que c'était un prêtre qui le faisait, mais c'était un jeune aussi. À l'école d'agriculture, on m'a appris les engrais, que mon père utilisait un peu, mais très peu. On m'a appris les engrais. Et quand on a mis les engrais, si vous voulez, mais c'était une révolution. Mon père, qui avait par exemple des blés qui étaient vert clair, oh là, quand j'ai mis le nitrate, l'ammonitrate, que j'avais appris à l'école d'agriculture, c'est devenu des verts couleur poireau. Mais c'était magnifique. Mon papa était même émerveillé par ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il avait beaucoup d'ouverture, vous voyez. Et lui, il me dit, écoute, comme tu étais à l'école d'agriculture, tu mets en pratique ce que tu as appris. C'était dans mes 20 ans, tout ça, vous voyez. Alors, c'était une révolution agricole. Alors, les tout premiers, ces blés de pays, ça n'a pas marché parce qu'on n'était pas du tout fait pour recevoir de l'engrais. C'était acclimaté à l'époque, quoi. C'était les anciennes variétés qui se mettaient. C'était déjà prévu parce que, vous voyez, Villemorin 27 avait déjà en 27 calculé pour avoir des blés raccourcis pour supporter les nitrates. Alors, ces blés-là qui étaient raccourcis, mais ils résistaient à l'averse, ils résistaient bien, ils supportaient bien le nitrate. Mais alors, il y a une herbe aussi qui était gourmande d'azote comme le blé, c'était le vulpin. Alors, avec l'azote, il s'est dynamisé comme le blé. Et puis les épis, alors qu'étaient maîtrisés les épis de vulpin, qui étaient maîtrisés par la hauteur des blés, comme les blés étaient raccourcis, eh bien le vulpin il est passé au-dessus du blé. Alors là, on a râlé, oh non, on a les désherbants. Essayez, alors à l'appareil à dos, j'essayais sur les petites surfaces, parce que j'essayais, c'était pas sur des hectares, c'était quelques arts que mon père m'avait dit, fais tes essais. Oh dis donc, mais le vulpin était maîtrisé, et le blé était magnifique. Alors la révolution. Alors, on augmente un petit peu les engrais, puisqu'on avait les plus beaux épis, puis on avait de plus en plus de rendement. Si vous voulez, on avait presque doublé en l'espace de 2-3 ans la récolte de mon papa. C'était assez impressionnant. On dominait avec l'azote, l'acide phosphorique et la potasse. Ça, c'était les engrais de base. Mais il y a aussi les oligo-éléments. Ça, les fer, manganèse, cobalt, tout ça, que la plante a besoin. Et comme elle n'était plus vraiment en équilibre, qu'est-ce qui est né? Le champignon. Et c'est ça, le champignon, il naît quand on a moins de vitalité et quand il y a l'humidité, parce qu'il y avait tellement de végétation que le soleil n'arrivait pas à tout pénétrer pour venir assainir le pied de la céréale, si bien que le champignon, il est né. Et le champignon, il a eu besoin d'air et de lumière, il est monté à l'épi, il a attaqué l'épi. Ah mais, on avait les fongicides. Mais qui c'est qui est venu réguler l'excès de sève qu'il y avait dans notre blé? Eh bien, c'est l'insecte, c'est-à-dire le puceron. Alors, lui aussi, il est venu attaquer l'épi. Mais on avait l'insecticide. C'est-à-dire que, vous voyez, l'évolution qui s'est faite par les nitrates, par l'azote, eh bien, nous sommes devenus dépendants de
désherbants, fongicides, insecticides. Mais je dois vous dire que pour moi, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire qu'on a découvert plein de choses, et même mon papa était vraiment content de voir ça. Il y avait une demande de blé parce qu'il y avait besoin de nourrir la société suite à la guerre, et j'ai eu beaucoup de plaisir. En plus de ça, c'est que les chambres d'agriculture ont formé des techniciens qui sont venus chez les paysans. Et moi, qui aurais aimé faire des études, je me retrouve avec des gens qui avaient fait les études, mais moi qui les pratiquais, leurs études. Alors là, il y avait un partage, si vous voulez. Et on ne pourrait que remercier, si vous voulez, la science qui a proposé ça à cette époque-là. J'ai fait ça pendant 30 ans. Et je dois vous dire que j'avais mon épouse qui partageait tout ce que je faisais, sauf mes pesticides. Et puis, un jour, elle me dit, dis donc, je viens voir dans le jardin. Ma femme était très discrète parce qu'on avait beaucoup de produits qu'on utilisait, il y avait des têtes de mort. Et ça la dérangeait beaucoup. Elle qui s'occupait du jardin, sans mettre d'engrais ni tout ça, c'était une façon très naturelle, on se nourrissait du jardin, mais elle me laissait faire parce qu'elle sentait que j'étais bien. Mais elle avait quand même dans la tête derrière qu'il fallait bien que ça change tout ça. Et puis, j'avais tout un stock d'eau là parce que j'utilisais des engrais beaucoup liquides, et je stockais l'eau parce que quand on travaillait ensemble, on avait beaucoup d'hectares à faire, il fallait vraiment que ça aille très vite pour remplir l'atomiseur. Et quand on le remplissait, on mettait la pression, et quand on mettait un produit, il y avait des couleurs magnifiques, c'était du rose, du vert, du jaune, de l'orange. Puis ça faisait de la mousse et ça débordait. Et cet endroit-là où on faisait ça, c'était en surélévation du jardin. Et quand il pleuvait beaucoup, par exemple au mois de novembre, ça lavait un peu la terre, puis ça descendait dans le jardin. Puis mon épouse me dit, tu voudrais venir voir au jardin? Je vais voir. Mais qu'est-ce qu'il ne pousse rien là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça ne te dit rien, ça? Vous ne faites pas vos traitements? Tu ne m'as pas dit qu'il y avait des belles couleurs de produits là, mais qui débordaient avec de la mousse? Mais je dis si. Mais tu ne penses pas que c'est ça? Non. C'est ça qu'on fait avec ça? C'est dans le jardin, ça fait ça? Il ne pousse rien. Alors là, j'ai compris qu'on travaillait vraiment plus avec des produits vivants. Parce que, oui, d'accord, on supprimait l'herbe, le champignon, tous les insectes, tout ce qu'on veut, mais la terre, j'ai compris, notre terre de jardin qui nous nourrissait, oh là là, si dans le jardin, on se nourrissait, puis on se nourrissait bien, mais dans les champs, tu fais ça, mais au fait de ton métier, je n'avais jamais réalisé que dans mon métier, être paysan, c'était pour nourrir. Mais alors, si tu fais ça pour nourrir, je me suis mis vraiment en face de mes propres responsabilités. Et pourtant, j'ai beaucoup apprécié le résultat quand on a commencé. Moi, j'étais émerveillé. J'ai eu une jeunesse vraiment beaucoup de joie et de satisfaction de réussir comme ça. Mais là, alors, tout dégringolait, vous voyez. Il faut absolument que je change quelque chose. C'est à partir de là qu'on a fait la reconversion. Et là, je dois dire que si j'avais été formé pour faire un exploitant agricole, j'avais été formé pour ça, où on exploitait la terre au maximum, j'ai découvert, à 55 ans, j'ai découvert l'agriculture. Et c'est quoi l'agriculture? C'est l'art de travailler la terre. Travailler la terre parce que c'est un organisme vivant, parce que toutes les plantes qu'on cultive sont vivantes, parce que toutes les plantes qu'on cultive deviennent notre nourriture. Et quand j'ai compris que ma nourriture était comme le carburant que je mets dans ma voiture, il faut que le carburant soit de très bonne qualité. Je ne pouvais plus travailler avec les engrais et les pesticides, ça c'était plus possible. Et alors que j'avais vécu là-dedans, et j'ai fait partie d'organismes agricoles. Et quand on a reconverti, c'était rare à l'époque. Chacun s'est demandé pourquoi je reconvertissais. Et que ce soit l'équipe dans laquelle on travaillait, j'ai fait bien attention de ne surtout pas critiquer ce qu'ils faisaient, que moi je reconvertissais, mais discrètement. Mais les organismes, par exemple, comme les groupements de vulgarisation, dans lesquels je fais partie, ils m'ont invité pour que je leur explique. Ils m'ont respecté, mais je suis resté dans un grand silence. Et quand j'ai fait la tournée de toutes les associations auxquelles j'avais fait partie, je suis rentré en disant à mon épouse, j'ai été dire ce qu'on a fait, on ne m'a rien dit, mais ils ont pensé que j'avais pété un plomb. Et j'ai dit à mon épouse, je crois que maintenant, je vais entrer dans le silence, et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse. Et là, il faut rester discret, et ne pas trop parler pour ne pas trop déranger. Parce que
ça risquait de déranger tout le monde. Voilà. Vous voyez, quand on fait quelque chose comme ça, ou n'importe quoi dans la vie, il ne faut pas attendre de résultats. Si on le fait, si on est poussé par le faire, si ça va dans le bon sens, si vous voulez, dans le sens évolutif, et puis un sens de bien-être pour la vie, je crois qu'il faut le faire et puis ne pas attendre de résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'attendais pas de résultats, puis un jour, ça m'a été donné. Et je le dis avec beaucoup de joie intérieure, l'agriculture, elle a peut-être encore besoin de faire ses expériences, mais ça serait bien que ça se fasse le plus vite possible. J'ai fait ma propre expérience, moi. J'accepte volontiers, je ne juge pas quiconque qui le fait. J'ai des amis qui le font encore pleinement, mais je sais que c'est l'avenir de l'agriculture. Et là, je souhaite bon courage à tous ceux qui le feront, et je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pour arriver à ce résultat-là. Je vais avoir 92 ans dans un mois, et je pense qu'il n'y a pas de hasard si ce que je vis présentement, c'est peut-être le résultat de ce que j'ai pu faire dans ma vie.